L'essentiel de l'actualité se maintenant se règle au magazine. Madame, Messieurs, bienvenue à cette nouvelle session d'information sur nos antennes. À la une d'actualité, après Martin Fayulu, le chef de l'État Félix Tshisekedi a réussi ce mercredi Adolphe Muzitu, président du parti Nouvel Élan et membre de l'opposition congolaise. Leurs échanges ont tourné autour de la situation générale du pays. Aussi que vous, le gouverneur annonce les opérations d'identification de toutes les forces armées de la RDC ainsi que les combattants de la résistance populaire ouazanais de l'ensemble de la province. Cette opération vise à lutter contre l'infiltration au sein de l'armée en cette partie du pays. Encore une fois, mesdames, messieurs, bienvenue. Ce mercredi, à la Cité de l'Union africaine à Kinshasa, le président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo a reçu pour la toute première fois l'ancien Premier ministre et président du parti d'opposition Nouvel Élan, Adolphe Muzitu. Faisant la restriction de cette audience, l'opposant Muzitu a dit que leurs échanges ont tourné autour de la situation générale du pays. Suivez. C'est une des figures bien connues de la politique congolaise. Ancien Premier ministre et président du parti d'opposition Nouvel Élan, Adolphe Muzitu est venu rencontrer le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, et lui présenter sa contribution sur la sortie de crise. Après plus d'une heure d'échange, il se dégage une convergence des vues sur plusieurs questions d'intérêt national. Mon parti et moi, d'abord, nous avons commencé par le remercier pour les performances réalisées. D'abord, de manière générale, on le critiquait, on disait des lui qui se promenaient beaucoup à travers le pays, plutôt à travers les pays étrangers, etc. Mais aujourd'hui, les résultats sont là, à savoir qu'il a réussi avec la communauté internationale d'obtenir que le Rwanda soit compris comme un pays qui agresse la République démocratique du Congo en utilisant des sous-fifres, c'est-à-dire des rebelles qu'il crée sur le terrain. Et donc les États-Unis ont obtenu finalement, sous son égide, la signature d'un accord qui désormais permet que les Rwandais puissent se retirer de notre pays ainsi que les rebelles qui nous ont fabriqués. Ce qui hier était pillé par le Rwanda comme tout simplement un sous-traitant, désormais le Congo va l'exploiter ensemble avec le pays du monde, tous les pays du monde et principalement les États-Unis qui est le chef de file de cette initiative-là. Quant à l'accord de paix signé vendredi 27 juin dernier, le leader du parti Nouvel Élan responsabilise les gouvernements à apporter plus d'éclairage à la population pour faire taire les spéculations. Il est normal que l'accord soit l'objet des critiques de la part des citoyens. Il faudra de plus en plus que le gouvernement l'explique davantage. Mais s'il y a des faiblesses qui s'avèrent, des vraies faiblesses, nous allons amender. Nous allons réfléchir et corriger au fur et à mesure que l'accord va être mis en œuvre. Adolphe Muzitu s'est dit disposé à participer dans un gouvernement d'union nationale. J'ai donné ma position pour dire que j'étais disposé à participer à la formation du gouvernement. Et que pour moi, mes idées, je voulais qu'elles soient prises en compte dans la mesure du possible, quitte à ce qu'on discute avec le président de la République et le gouvernement dans l'ensemble pour qu'on voit, ou la coalition dans l'ensemble pour voir quels sont les enrichissements que je peux apporter qui peuvent intéresser la vision du président de la République. L'ancien Premier ministre Adolphe Muzitu a présenté une proposition aux garants de la nation au sujet de l'organisation d'un dialogue dans la mesure du possible. Poursuivons les vices au Premier ministre, au ministre de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières. Jacquemain Chabani-Louko a reçu ce mercredi 2 juillet 2025 dans son cabinet de travail la représentante spéciale du secrétaire général des Nations Unies chargée de la lutte contre les violences sexuelles commises en période de conflit, Madame Pranila. Elle a été accompagnée de Madame Chantal Moulop, coordinatrice du service spécial du chef de l'État en charge de la jeunesse et de la lutte contre les violences faites aux femmes. Au cœur des échanges, la question des violences sexuelles commises en zone de conflit, notamment les cas impliquant certains éléments de la police nationale congolaise. Suivez.
très important que le vice-premier ministre de l'Intérieur puisse recevoir Madame Pramila, c'est-à-dire les Nations Unies, sur les questions qui regardent les violences sexuelles en zone de conflit, parce qu'on sait qu'il y avait un cahier de charges qui a été mis en place pour les policiers de pouvoir s'engager à ne plus jamais commettre des actes de violence sexuelle, et spécialement en zone de conflit. On s'est rendu compte que le nombre de policiers, avec toutes les informations qu'ils ont pu avoir, il y a certains qui se sont engagés, le nombre de policiers qui commettent les actes de violence sexuelle a extrêmement diminué. Pour cela, nous félicitons quand même la PNC. Mais on doit aussi continuer parce qu'il y a d'autres engagements que la PNC devrait se mettre en place. C'est-à-dire la feuille de route n'a pas encore été validée. Alors on est là pour voir comment est-ce qu'on va mettre la feuille de route de la police nationale pour qu'elle soit validée. Mais elle doit être aussi mise à jour par rapport au contexte. Poursuivons, le conseil d'administration du Fonds monétaire international a conclu le mercredi 10 juillet 2025 la première revue de l'accord au titre de la facilité élargie et crédit pour la République démocratique du Congo, approuvé le 15 janvier 2025. Selon les communiqués du FMI, la conclusion de la première revue a permis un décaissement immédiat de 261,9 millions de dollars américains pour satisfaire le besoin de balance de paiement, portant un montant total de décaissement à ce jour de 523,4 millions de dollars américains. Suivez. Pour M. Akamura, directeur général adjoint et président, l'exécution du budget reste difficile dans les contextes sécuritaires éprouvants. Par conséquent, les défis budgétaires intérieurs au basket pour 2025 devraient être plus élevés que celui qui a été prévu au moment de l'approbation du programme, mais devrait retrouver sa trajectoire initiale à partir de 2026, reflétant ainsi l'engagement des autorités à mettre en œuvre des mesures visant à accroître la mobilisation des recettes intérieures et à renforcer le processus d'exécution budgétaire. Par ailleurs, en vue de ces prévenir contre des chocs négatifs éventuels, les autorités ont adopté un plan de contingence. Par ailleurs, M. Akamura, directeur général adjoint, a indiqué que la Banque centrale du Congo a maintenu une orientation restrictive de la politique monétaire, contribuant ainsi à ramener l'inflation à un chiffre pour la première fois en 3 ans. Les autorités ont continué à accumuler des réserves internationales sur des fonds à rétrécissement du déficit du compte courant. Selon M. Akamura, il faudra poursuivre les efforts en vue de renforcer les cadres de mise en œuvre de la politique monétaire, affiner la stratégie d'intervention sur le marché d'échange, améliorer la gouvernance et la garantie de la Banque centrale et assurer sa récapitulation adéquate. Les programmes économiques et financiers soutenus par la FEC visent à favoriser une croissance forte et inclusive, accélérer la diversification économique, stimuler la création d'emplois, améliorer les conditions de vie, renforcer la gouvernance et la transparence et à réduire la pauvreté grâce à des investissements accrus dans les infrastructures et les secteurs sociaux primordiaux. Les programmes économiques et financiers soutenus par la FEC visent à favoriser une croissance forte et inclusive, accélérer la diversification économique, stimuler la création d'emplois, améliorer les conditions de vie, renforcer la gouvernance et la transparence et réduire la pauvreté grâce aux investissements accrus dans les infrastructures et les secteurs prioritaires. Concernant les programmes soutenus par le phare de celui qui a pour objectif d'aider la République démocratique du Congo à concrétiser sa vision stratégique en tant que pays solution dans la transition vers une économie mondiale faible émissions de carbone tout en renforçant sa résilience face au choc climatique. Ce nouvel accord intervient après l'achèvement de la 6e et dernière revue du programme économique triennal soutenu par la FEC conclu en 2021 entre la RDC et les FMI lors de la 10e réunion du Conseil des ministres. Le 23 août 2024, le président Félix Tshisekedi avait donné instruction pour engager formellement le pays dans un nouveau programme avec la FMI. Les programmes précédents d'un montant de 1,5 milliard de dollars avaient permis de renforcer les réserves internationales d'échange passées de 1,7 milliard à 6 milliards de dollars américains et de stabiliser progressivement les cadres macroéconomiques malgré un contexte difficile.
À l'occasion de la célébration du 65e anniversaire de l'indépendance de la République démocratique du Congo, le gouverneur du Sud Kivu, le professeur Jean-Jacques Peroussi, a annoncé une importante opération d'identification de toutes les forces armées de la RDC ainsi que les combattants de la résistance populaire Ouazalendo de l'ensemble de la province. Cette initiative vise à assainir les rangs de l'armée régulière et à sécuriser les forces de défense locales contre toute infiltration. Suivi. Cette initiative vise à assainir les rangs de l'armée régulière et à sécuriser les forces de défense locales contre toute infiltration. Il y a eu des cas de trahison lors de la chute de certaines entités au Sud Kivu. Des replis qualifiés de stratégiques ont été opérés sans justification. Le rebelle du M23 n'était pas plus fort que nous, a-t-il déploré, pointant du doigt des failles internes ayant facilité l'avancée de l'ennemi. Selon le gouverneur, cette opération permettra de détecter des éléments fictifs et de mieux encadrer les véritables forces loyalistes. Il a annoncé que l'identification sera suivie d'un processus de dressage et marquage de toutes les composantes engageant dans la défense du territoire, y compris des volontaires pour la défense de la patrie. Outre les considérations sécuritaires, cette opération vise également à une meilleure gestion logistique et financière. Cela nous aidera à garantir la transparence dans l'utilisation des fonds alloués aux opérations et nous assurer que nos troupes sont bien traitées, bien nourries, bien logées et dans des conditions acceptables, a-t-il ajouté. L'équipe chargée de conduire cette opération dépêchée depuis Kinshasa est arrivée à Uvira pour entamer les premières étapes sur terrain. Restons toujours à l'est de la République démocratique du Congo. Une quinzaine d'industries locales sur le 25 qui étaient opérationnelles au centre commercial d'Ariwara à 45 km d'Aro-Centre dans la province d'Elituri ont cessé leurs activités depuis 2022. Cette situation relevée par l'association des tenanciers et fabricants du territoire d'Aro. Selon cette structure, la faillite de ces usines est causée par la concurrence déloyale de produits importés frauduleusement des pays voisins, notamment l'Ouganda. Suivez. Les industries locales d'Ariwara spécialisées dans la production de savon, d'eau, des vins, des pains, des boissons alcoolisées employaient autrefois de nombreux jeunes de la région. Par la suite de la prolification des produits importés illégalement a gravement affecté leur compétitivité, entraînant la fermeture de plus de la moitié de ces entreprises. Selon l'association des tenanciers et fabricants d'Ariwara, cette concurrence déloyale met en péril l'économie locale et aggrave le chômage. Une situation qui expose le jeune à la délinquance et d'autres comportements dérivants. Samuel Nyagbo, président de la Fédération des entreprises du Congo local et responsable d'une industrie touchée, appelle les autorités à agir pour protéger l'entrepreneuriat local. Nous demandons au gouvernement provincial et national d'accompagner ces entreprises qui ont fermé et qui continuent à fonctionner avec difficulté afin de comprendre leur situation. Changeons de chapitre. Du 9 au 11 juillet 2025, Donald Trump accueillera à Washington le président du Gabon, de la Guinée-Bissau, du Libéria, de la Mauritanie ainsi que du Sénégal. Ces sommets présentés comme la première initiative africaine de son second mandat met l'accent sur les opportunités économiques pour les États-Unis en Afrique, notamment dans les secteurs miniers critiques et sur les enjeux de sécurité régionale. Organisée à la Maison-Blanche, cette rencontre inclura un déjeuner officiel le 9 juillet et plusieurs sessions thématiques. Elle a été confirmée par la Maison-Blanche après de premières révélations aux médias Africa Intelligence. Suivez. Le président américain Donald Trump accueillera la semaine prochaine à Washington 5 chefs d'État africains pour un sommet centré sur le commerce et la sécurité. Du 9 au 11 juillet sont attendus à la Maison-Blanche les dirigeants du Gabon, de la Guinée-Bissau, du Libéria, de la Mauritanie et du Sénégal. Ce sommet s'inscrit dans la stratégie America First. Donald Trump veut repositionner la relation américano-africaine, moins d'aide humanitaire et plus de deals. Les États-Unis ciblent particulièrement les minerais stratégiques, notamment le lithium, le cobalt et les terres rares, un secteur clé pour l'industrie américaine de la transition énergétique. Le secrétaire d'État Marco Rubio l'a confirmé, l'aide au développement sera conditionnée à des résultats économiques. Les ambassadeurs américains seront désormais évalués sur les accords commerciaux conclus.
Ce sommet intervient aussi après un cessez-le-feu négocié à la Maison-Blanche entre la République démocratique du Congo et le Rwanda. La diplomatie américaine semble vouloir capitaliser sur cette dynamique. Parlons sport. La Fédération internationale de football association FIFA a procédé à la nomination d'une nouvelle équipe à la tête du comité de normalisation de la Fédération congolaise de football association, la FECOFA. La décision a été communiquée ce jeudi 3 juillet 2025 aux concernés. Cette nouvelle équipe sera désormais dirigée par Madame Belinda Lutondila Nzuzi comme nouvelle présidente de cette association. Cette nouvelle équipe sera désormais dirigée par Madame Belinda Lutondila Nzuzi comme présidente et sera assistée de M. Honoré Longa comme vice-président, qui était membre de la précédente équipe, et Madame Lisette Mavungu comme membre. Ils remplacent respectivement Dieudonné Sambi, Guy Kalala Mwana Kalala et Sabin Massini. Cette équipe a maintenant jusqu'au 31 décembre de cette année comme mission d'organiser les élections au sein de cette instance. Pour rappel, la Fédération internationale de football association a mis la FECOFA sous les tutelles depuis le 23 avril 2023 après le départ de Constant Omari Selimani pour tenter de remettre de l'ordre dans cette instance. Ce comité aura pour principale mission, hormis de gérer les affaires courantes de la FECOFA, veiller au bon déroulement du processus électoral déjà enclenché jusqu'à l'élection du nouveau comité exécutif. Et pour clore cette édition, la scène du football mondial est en deuil suite à la disparition tragique de Diogo Jota, l'attaquant vedette portugais de Liverpool. Il a perdu la vie dans un accident de route survenu dans la province des Amoras, en Espagne, près de la frontière avec le Portugal. L'accident s'est produit à proximité de la commune de Palacio. Cette triste nouvelle a été initialement rapportée par Marca et rapidement confirmée par deux médias portugais. Images et commentaires. L'attaquant de Liverpool, Diogo Jota, est décédé jeudi dans un accident de la route dans la province de Zamora en Espagne. Il avait 28 ans. Le drame a aussi coûté la vie à son frère André Silva, 26 ans, footballeur professionnel à Penafiel. Selon les premières informations, Diogo Jota aurait perdu le contrôle de sa voiture qui a pris feu après avoir quitté la route. Le Portugais venait de remporter le championnat d'Angleterre 2024-2025 avec les Reds, sacre auquel il a participé avec 6 buts et 4 passes décisives. Diogo Jota portait les couleurs de Liverpool depuis 2020. Il a aussi évolué à Porto et l'Atlético Madrid, entre autres. L'attaquant faisait partie de la sélection portugaise depuis 2019. Des réactions tombent depuis l'annonce de son décès pour le président de la Fédération portugaise de football. La disparition de Diogo et d'André Silva est une perte irréparable pour le football portugais. Liverpool, de son côté, est dévasté par le décès de son attaquant, selon un communiqué publié sur X par le club anglais. C'était tout pour ce journal, mais avant de nous dire au revoir, place au rappel des titres. Après Martin Fayulu, le chef de l'État Félix Tshisekedi a reçu ce mercredi Adolphe Muzito, président du parti Nouvel Élan et membre de l'opposition congolaise. Leurs échanges ont tourné autour de la situation générale du pays. Au Sud Kivu, le gouverneur annonce les opérations d'identification de toutes les forces aux armées de la RDC ainsi que les combattants de la résistance populaire Ouazalendo dans l'ensemble de la province. Cette opération vise à lutter contre l'infiltration au sein de l'armée dans cette partie du pays. C'était tout pour le rappel des titres, mesdames et messieurs. Merci de nous avoir suivis. Bonne continuité des programmes sur Aigle Magazine, votre chaîne. Merci. Votre agence de communication à l'Afrique. Votre agence de communication à l'Afrique.